Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart donc une heure sur l'industrie. Alors, il y a un autre sujet quand même que je voulais vous soumettre, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'incantation, justement. C'est ce lien. Louis Gallois l'avait écrit très clairement dans ce fameux rapport Gallois, qui doit dater de novembre 2012. Voilà, certains... Romain n'était pas né. En tout cas, industriellement, clairement 2012, pas. Tu te souviens, la mémoire est bonne. Oui, parce que c'est historique, c'est un des tournants. Absolument. Sauf qu'il écrivait très clairement que non, la renaissance industrielle ne serait pas créatrice d'emplois et ne devrait pas être créatrice d'emplois. Est-ce que ça aussi, c'est pas, comment dire, un des éléments qu'on essaye de cacher, ou en tout cas qu'on ne met pas dans le débat public, pour surtout pas venir ternir l'euphorie industrielle? Bruno? Oui, peut-être. À la limite, il y a de la destruction créatrice, c'est certain. Est-ce que la création est plus faible que la destruction? Le vrai sujet, c'est de voir que la destruction a lieu en Europe et la création en Asie. Donc je pense que si on peut recréer ce qui est détruit localement, même s'il y en a un peu moins, on limite les dégâts. Si par contre l'industrie automobile est à l'aube aujourd'hui d'un électrochoc, un tsunami. Un tsunami, l'industrie automobile, c'est 20% de l'industrie. C'est ce qui permet... Les écoles d'ingénieurs, elles forment des ingénieurs pour l'automobile basés sur les technologies du moteur thermique. C'est une base. C'est le socle de l'industrie. Et tout ça est en train de changer, de muter de manière accélérée. Et le savoir-faire, aujourd'hui, il est en Asie. Les usines européennes de batteries sont des usines tournevis, en grande partie. Mais c'est pour ça que je lis... Alors, Michael, je parle sous ton contrôle. Donc, Porsche va, pour la première fois de son histoire, aller fabriquer ailleurs qu'en Allemagne. Et ils vont en Chine. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que c'est des véhicules qui vont revenir. C'est pas pour le marché chinois. Tavares fait les mêmes arbitrages, alors Saint Tavares quand même, fait les mêmes arbitrages en ce qui concerne Stellantis. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une perte de savoir-faire en fait sur le territoire européen. Ils vont chercher de meilleurs ingénieurs. De meilleurs ingénieurs non, parce que je pense que là personne ne me contredira autour de la table. Les ingénieurs français, en tout cas, ils sont plutôt dans le monde, on se les arrache. Donc c'est plutôt les ingénieurs qui partent qu'un problème d'avoir des bons ingénieurs. D'ailleurs, c'est pareil en Allemagne, il y a des très bons ingénieurs. Donc c'est pas tellement ça le problème, c'est que là pour le coup, ce virage-là, on l'a pris un peu tard. Le virage de l'électrique, donc il y a les Porsche, etc., Volkswagen qui s'y met un peu, mais là les marques européennes sont seulement en train de rattraper, et donc il y a effectivement cette mutation, j'ai commencé chez PSA, donc j'étais dedans, je suis un produit de ça au départ, mutation du thermique vers l'électrique, où on a pris du retard sur on connaît Tesla, mais surtout les Chinois. Vous allez en Chine, le marché électrique, il est comme ça, il y a déjà 10% des voitures qui sont électriques, et puis ça fait comme ça. Donc les Chinois ont pris énormément d'avance là-dessus, parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient jamais la bataille de la voiture thermique. Donc forcément, ils ont pris de l'avance. Maintenant, il ne faut pas non plus... désespérés et défaitistes. Il y a des boîtes qui sont en train de se monter en Europe, notamment une boîte en Suède qui s'appelle Northvolt, qui a été faite justement par des anciens de Tesla, et eux ils proposent de faire des batteries et aussi de les recycler, donc c'est intéressant. Et moi je pense que l'Europe, la carte qu'elle a fait, on voit des images de cette gigafactory incroyable là dans le... Et je pense que l'Europe, sa carte à jouer, c'est justement la carte à jouer de l'Europe, c'est de dire nous on va en faire, mais on va prendre ça de bout en bout, on va pas rejeter ça dans la mer, et on va réfléchir de bout en bout pour peut-être utiliser d'autres. On est très fort en recherche, en R&D. Je suis persuadé qu'on finira par trouver des façons de faire qui sont moins polluantes, mais aussi de recycler la batterie. Et puis du coup d'avoir vraiment cette vision qu'on appelle circulaire de bout en bout des chaînes de valeur, quoi. Je me permets parce que quand même il y a un gars qui en 2008 avait compris que l'avenir de la voiture serait électrique. Voilà, on n'a plus le droit de prononcer son nom maintenant. Ça commence par un B. Voilà, il s'appelait Carlos Ghosn. Enfin bref. Et à l'époque, tu te souviens? Ah, toi, t'en connais un autre? Oui. Moi, j'ai vu la seule factory, c'est peut-être pas une giga, mais c'est une méga factory qui fonctionne, qui livre des batteries à Daimler-Benz aujourd'hui en France. Elle est en Bretagne, c'est une usine Bolloré. Ah oui, mais il y a une technologie particulière. Oui, mais c'est une technologie qui a des faiblesses, mais qui a aussi certaines forces, qui est très adaptée aux véhicules industriels, notamment aux bus. Exactement. Et qui fonctionne, et pour des raisons, je pense, politiques, on en parle très peu. Et il y avait un modèle même économique, avec la voiture en partage au sein des métropoles qui était vraiment en avance. Donc il y a eu, c'est peut-être pas Elon Musk, mais il y a eu un projet français vraiment notable et vraiment innovant. Mais Ghosn, il a massivement investi à tel point qu'on disait au Technocentre, c'était l'époque où tout le monde devenait fou avec cette histoire, il est en train de faire porter son projet de voiture électrique par Renault pour tuer Renault, parce qu'il n'aime pas Renault et qu'il veut la victoire de Nissan. Il y a deux innovateurs et aujourd'hui on voit dans quelle situation ils sont. Donc on se rend compte de la difficulté. L'emploi, Romain, qui est au cœur de l'ensemble de ta démarche industrielle.
Est-ce que, et on va décrire l'industrie 4.0, ce que ça veut dire aujourd'hui, etc., comme le disait Sylvie, arrêtons de parler d'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Cette industrie 4.0, elle détruit de l'emploi forcément. Je partage pas forcément ce point de vue. On parle de pénurie de compétences et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi. Mais il y a une pénurie de compétences pas que dans l'industrie. On est dans le service, dans le bâtiment. On dégrade énormément les métiers industriels depuis la tendre enfance, en tout cas les métiers manuels. On nous explique que si tu vas pas réussir à l'école, tu vas finir sur un chantier ou dans une usine. Donc forcément, c'est difficile de donner envie aux gens. Donc mon point de vue, c'est qu'au contraire, on doit travailler avec les écoles le plus tôt possible pour donner envie. Il faut que les salariés viennent montrer ce que c'est que l'industrie 4.0. Parce que, en tout cas chez nous, à chaque fois qu'on a investi sur des machines modernes, on a recruté 2-3 personnes et on a multiplié le chiffre d'affaires ensuite. Donc je reste persuadé, en tout cas à ma petite échelle, que l'industrie 4.0 va créer de l'emploi qui sera un peu différent. Peut-être un petit peu moins difficile aussi, mais il faudra toujours transformer, toucher la matière. Dans les métiers que je connais, attention. Ah mais t'es là pour ça, mais bien sûr. Mais ouais, vas-y, Mickaël, parce que je l'ai cité 14 fois, mais cette phrase que m'avait dite un industriel, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, dans les usines, il y aura un homme et un chien. Le chien pour s'assurer que l'homme touche à rien, et l'homme pour donner à manger au chien. Déjà, on est obligé d'avoir 3 personnes minimum quand on Il y a des secteurs, alors déjà, il y a des secteurs très automatisés, il reste des secteurs très manuels. Moi, je bosse beaucoup dans le luxe aussi, et c'est formidable de voir encore les coups de main qu'il peut y avoir dans ces métiers-là, et c'est des super beaux métiers. Et on a une filière qui est incroyable en France. Mais par ailleurs, ce que je pense, c'est qu'on voit trop l'industrie comme l'usine, en fait. L'usine, c'est effectivement un icône et c'est hyper important. Mais autour de l'usine, il y a tout un tas de choses. Je prends un exemple. Je disais tout à l'heure que une de mes activités, c'est OSS Venture. On crée des startups de rien pour l'industrie, que pour l'industrie. Les gens qui viennent faire les startups avec nous, c'est des gens qui habitent à Paris, qui ont fait déjà d'autres startups, en général en B2C, pour vendre des pizzas ou des choses comme ça. Je caricature un peu. Et à un moment, ils se disent, tiens, je vais faire un moment donné, ils se disent, tiens, il y a un secteur qui fait 20% du PIB mondial, et qui ne génère que 2% des investissements de ce qu'on appelle les venture capitalistes dans les startups. C'est peut-être intéressant. Ça, c'est l'industrie, ça ? Ça, c'est l'industrie. Et en fait, cette activité de startup dans l'industrie, elle va très très vite. Donc, je donne juste un exemple. On a créé ça il y a 3 ans. On a créé 140 emplois industriels. Dans ces startups, on a créé 10 startups. Il y a 140 emplois qui ont été créés à notre petite échelle, en fait. On est tout petit. Et donc, on a créé des emplois qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'usine. Ces gars-là, ils vendent des solutions pour les usines. Mais donc, toute cette activité de logiciel, de solutions pour l'industrie, c'est une activité sur laquelle nous, en France, on a une vraie carte à jouer. Pourquoi ? Parce qu'on est très fort pour faire des jeux vidéo, on est très fort sur le code, l'architecture, les données, etc. C'est vraiment des choses où on a des bonnes compétences. Et pour créer des modèles d'affaires un peu différents, mais de les mettre au service de l'industrie. Donc, il y a l'usine elle-même. Et développer les usines, ça continuera, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de garder ce socle, mais autour de l'usine et à l'interface des usines, il y a tout un tas de choses à inventer. Si on veut faire les modèles circulaires du futur, comment est-ce qu'on va faire des boucles de logistique inverse ? Il va bien falloir à un moment donné qu'on ait les données pour savoir où est telle matière, comment je fais pour assembler une matière qui a été recyclée, qui vient de telle filière, telle autre filière, me les sourcer dans mon usine, ça va être que des solutions qui doivent être inventées, qui n'existent pas, des plateformes. Donc c'est vraiment une nouvelle industrie qui est naissante en fait. Et je vous rejoins sur les startups. Nous, on fait le choix d'accompagner 1 à 2 startups industrielles par an. En 5 ans depuis. Qui font quoi, par exemple, Romain ? Ils font de l'énergie un petit peu, du chauffage individuel, des barbecues. Alors, il y a des startups qui vendent des barbecues en direct et qui. Oui, mais... Non mais c'est. Non mais. Ok. Le mot startup sur n'importe quelle entreprise naissante. Non, parce que justement, c'est tout le process après marketing. Mais autour de l'énergie, en tout cas, là, on démarre quelque chose, mais sur d'autres choses, ces startups qui décollent vont créer de l'emploi indirect. C'est-à-dire que là, vous parlez des 140 postes que vous avez créés, mais indirectement, il y a les usines qui vont produire les produits derrière. Et il y aura des sous-traitants. Et puis, il y aura des services qui vont lier. Nous, il faut qu'on nettoie nos bureaux, il faut qu'on nettoie les ateliers. On a des services comme ça qui naissent. Et ces startups industrielles, elles sont industrielles, Romain. Un assureur, il va avoir les mêmes besoins que vous. L'ensemble du tertiaire, le call center va avoir les mêmes besoins que vous. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas le plan industriel. Mais il y a 40 ans, c'était des emplois qui étaient dans les usines et qui étaient considérés comme emploi industriel. Parce que la femme de ménage, ou l'homme de ménage, mais c'était plutôt des femmes, elle était salariée de l'usine. Aujourd'hui, c'est des entreprises de services. Mais c'est des emplois industriels secondaires, en tout cas.
S'il y a peut-être un point sur l'évolution des compétences dont on a besoin, une vraie difficulté aujourd'hui, je le conçois tout à fait, pour arriver à se projeter, je vais faire juste 2 petits exemples. Le premier, l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie. Imaginez à l'époque se dire, quand on vient créer ça, le nombre de moines, se dit de moines copistes qu'on met au chômage. Deuxième invention, pour laquelle on est beaucoup plus proche, mais qui nous touche beaucoup parce que c'est l'histoire de l'entreprise. Donc Timonier, nous on a à peu près 180 ans d'histoire et qui a commencé avec Barthélemy Timonier, qui est l'inventeur de la machine à coudre. Et quand il a inventé la machine à coudre, et là on a des traces dans les journaux de l'époque, en 1830, de lecteurs qui expliquaient que cette invention allait remettre les femmes sur le trottoir pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de la famille. C'était une vision la même que celle qu'on voit aujourd'hui avec les robots ou avec l'automatisation de l'industrie. C'est de se dire, vous inventez quelque chose qui va tellement détruire d'emplois qu'en fait, toutes les femmes vont devoir retourner sur le trottoir. Force est de constater que ça ne s'est pas passé. Que ça ne s'est pas passé comme cela, mais surtout que l'industrie a pris une ampleur et une envolée et une variété de métiers que l'on va connaître nous aussi aujourd'hui, qu'on commence déjà à connaître. Souvent, on se dit que d'ici à une horizon de 6-10 ans, on aura la moitié des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et sur lesquels il va falloir créer les compétences. Mais c'est vrai, enfin aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été jeter un petit coup d'œil là sur les nouvelles formations qui sont en train de se mettre en place. On ne comprend même pas les titres. Et on se dit, mais il fait quoi lui comme job ? Et en fait, il y a des métiers complets qui se mettent en place pour accompagner des filières, des manières de travailler, des manières de piloter. Et là où peut-être je mettrais une petite nuance sur le rapport de Louis Gallois, c'est que ça ne créera peut-être pas d'emplois sur les technologies de l'industrie existantes à cette époque-là. Je pense qu'il va y avoir énormément de naissances, de technologies et d'industries au pluriel, parce qu'on ne sera plus aussi étanche qu'on ne l'était par le passé. C'est souvent des discussions qu'on avait, on a le monde de la mécanique, de l'automatisme, de l'électronique. Nos machines, c'est déjà de la mécatronique, mais ça fait 20 ans que c'est déjà de la mécatronique. Voilà. Donc, on ne peut plus segmenter comme on le faisait par le passé. Et quand on va parler de l'industrie, en fait, ce sont des industries qui sont complètement interconnectées. Est-ce qu'on va se dire que l'industrie, c'est l'électronique, ou l'industrie, c'est plutôt de la mécanique, ou l'industrie, ça va être des solutions logicielles ou numériques, ou ça va être sur de la partie physique? Quand généralement, moi, j'essaye d'expliquer un peu aux jeunes générations et de les mobiliser, je leur dis, mais on a besoin de vous parce qu'on a tout à inventer, mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'industrie, c'est ce qui donne des solutions qui, à l'arrivée, seront des solutions physiques. On a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de se déplacer, on a besoin de répondre à des enjeux climatiques, des enjeux... Sylvie, tout ça est formidable, mais tu te retrouves avec des interlocuteurs politiques qui font un ratio, alors je ne vais pas dire subvention, mais par exemple, baisse des impôts de production. À un moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont venir vous demander c'est certain. Combien d'emplois en face des 10 milliards. Enfin, j'ai peur qu'ils ne demandent pas et que Moi, à la rigueur, ça me choquerait pas soit qu'ils demandent. décidé sans même qu'on nous le demande d'ailleurs. Comme ça a été le cas pour la réforme de la taxe professionnelle. Pour le CICE. Et ou pour le CICE. Tout à fait. C'est cette logique-là, tu comprends? C'est pas possible. Mais si encore ils nous demandent, c'est une chose. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ne nous demandaient même pas. Et quand on a mis en place le CICE ou autre, il fallait quand même voir que même avec le CICE, on n'a pas récupéré l'augmentation de charges qui avait eu lieu les années précédentes. Donc souvent, on le présente en disant ça a été un cadeau aux entreprises. Non, ça n'a pas été un cadeau aux entreprises. On a essayé de rectifier un peu le tir des augmentations qui nous avaient fait complètement déraper avec tous les pays limitrophes, en particulier l'Allemagne. C'était qu'un rattrapage pour essayer de limiter un peu les dégâts. Ça veut donc dire que ce critère de l'emploi n'est peut-être pas le bon critère, Bruno? Non, c'est pas le bon critère. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la crise du Covid. Il y a la souveraineté, par exemple. C'est un critère majeur d'avoir des capacités à fabriquer des produits à haute technologie. Mais tu la mets européenne ou française, ta souveraineté? Parce que ça aussi, ce mot-là aussi, il est compliqué quand même. La fiscalité, elle est française. Donc la souveraineté, il faut la regarder à l'échelle de la France. Et donc, je crois que c'est un débat qui a quand même avancé. Il n'y a pas que l'emploi. Parce que le calcul, à chaque fois, il se finit. Mais chaque emploi coûte 200 000 €. Donc, il serait mieux de donner 200 000 € à chaque personne. Mais ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. On a besoin, on est dans une société hyper industrielle. Il y a un très bon bouquin de Pierre Vels qui l'a illustré. On a besoin d'usines, on a besoin d'innovation, on a besoin de haute technologie. C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu pour rester la 5e puissance mondiale. Il faut cette base industrielle. Donc, il y a un problème de compétences.
Crise de compétences. Il y a clairement un problème de compétences. Je pense qu'on recule. J'étais avec dernièrement un ingénieur qui est en charge de la maintenance du barrage de Bolène, sur le Rhône, qui a été construit dans les années 50 avec le plan Marshall notamment, en détournant le Rhône. Et il me disait, aujourd'hui, on n'arrive plus à maintenir les équipements. On serait incapable de reconstruire ce barrage. C'est le même problème pour la filière nucléaire. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique industrielle très forte qui faisait qu'on allouait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens allaient vers l'industrie, allaient vers ces métiers, une passion, il y avait une mystique de l'industrie qui a été perdue aujourd'hui. Et donc, il y a un recul des savoir-faire. Aujourd'hui, je vais être un peu poujadiste là, mais on a du mal à trouver un tourneur-fraiseur. C'est presque plus facile de trouver un développeur pour faire du soft. Et donc, il y a un vrai sujet d'orientation et de réhabiliter ces métiers. Et regardez au ministère de l'Industrie, regardez à Matignon, regardez à Bercy, vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, le pouvoir a été pris par la technocratie. Donc les ingénieurs, aujourd'hui, ils ont disparu du système de décision. Il est impressionnant, votre histoire de barrage, là. Effectivement, ça fait penser au soudure de Bolène, qui est un monument historique. D'ailleurs, c'est fabuleux. On ne serait plus capable de le construire. On ne serait pas capable de le construire, en tout cas aussi vite, aussi bien. Et ça, c'est typique du recul que l'on connaît. Sylvie, la question de la féminisation. Vraie question. Donc les chiffres, là, je vais te les prendre sur le ministère de l'Industrie, 30% des salariés, 15% des cadres. Pourquoi est-ce que... Enfin, d'abord, il va falloir que les jeunes filles se mettent à aimer l'industrie. Mais j'ai l'impression que c'est un truc, ça fait partie de ces trucs dont on parle depuis 15 ans. Oui. Plus même. Plus même. Non, avant, on n'en parlait même pas. Non, voilà, c'est ça. Et ça n'avance pas, ça ne bouge pas, les proportions. Alors, je pense que ça va pouvoir commencer à bouger parce qu'on commence à parler d'industrie. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'orientation que choisit un jeune, et en particulier une jeune fille, quand on part dans une filière technique, on commence à se projeter dedans quand on est déjà aux environs fin de collège, lycée, où on commence un peu à envisager ce type de filière. D'accord ? Il faut avoir à l'esprit que les sources d'affluence, on va dire, ce sont les parents, ce sont les enseignants, les réseaux sociaux, on va dire. Ok, donc... Et aujourd'hui, mais dans ces trois grandes sphères-là, qui ont quand même touché la majorité des jeunes, qui parle d'industrie en des termes positifs. Moi, j'ai eu une discussion avec la maîtresse de CM2 de ma gamine qui expliquait qui faisait les grandes phases, donc l'apparition des grands magasins qui avaient permis aux gens qui n'avaient pas beaucoup de sous d'aller acheter et tout. Apparition de l'industrie, des milliers de morts. Non. CM2. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, quoi. C'est déprimant. Non, elle est un peu space quand même. Et puis, elle s'est fait toutes les années comme ça. Non, défendons un peu le corps enseignant. Je ne crois pas que ce soit représentatif du corps enseignant, quand même, pas à ce point-là, quoi. Mais je rêve que, du coup, alors les parents, on n'y aura pas accès parce qu'ils ont leur propre travail. Mais moi, je rêve que le monde de l'éducation vienne se reconnecter au monde professionnel. Industrie ou autre, mais viennent se reconnecter au monde professionnel pour se dire, mais finalement, quels sont les métiers ? Qu'est-ce que vivront mes élèves demain et vers quoi je peux les amener à arriver à quelque chose ? Et là, on pourra commencer à changer les mentalités vis-à-vis des jeunes filles. Avec un point important, tiens, Romain, je sais que c'est ça aussi au cœur de tes préoccupations, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'on est dans un... Comment est-ce qu'on va dire ça ? Dans le monde développé sur une forme de crise du travail, où en gros, tiens, je voyais là, Armin Laschet, le candidat de CDU en Allemagne, accepte que finalement les mini-jobs, qui sont donc à 500-600 euros par mois, aient une augmentation de 10 à 15%, il y a une crise du travail. L'industrie, par la valeur ajoutée qu'elle dégage, arrive justement à résoudre cette crise du travail et te permet, toi, de payer des salaires qui sont des salaires qui permettent aux gens de vivre dignement. Ce serait idéal, mais c'est pas si Mais facile. ça l'est aujourd'hui. Ça l'est pas tant que ça. Aujourd'hui, nos problèmes, c'est la différence entre les bas salaires et les moyens salaires. Ouais. C'est que la différence est gigantesque. Je regardais tout à l'heure, un SMIC à 1 200 euros net, et il coûte 1 600 euros à l'entreprise. Pour que un salarié qui a des compétences, qui peut faire évoluer, qui apporte de la valeur, touche 2 000 euros net, ça coûte 3 600 ou 3 800 euros à l'entreprise. À un moment donné, c'est pas proportionnel.
Donc on a un vrai problème de... C'est super, il n'y a pas beaucoup de charges sur les bas salaires, mais personne ne veut venir travailler au SMIC. Aujourd'hui, dès qu'on travaille au SMIC, on perd des aides de la CAF, on perd énormément de choses, et il n'y a plus d'intérêt à travailler au SMIC. Donc il vaut mieux ne pas travailler, ou peut-être travailler pour 2 000 €, mais sauf que l'entreprise ne peut pas toujours le faire. Et on a un vrai problème de cohérence sur la charge salariale, de mon point de vue en tout cas. Ça, c'est un combat que vous avez porté, hein, Oui, Bruno, grand combat, grand débat entre les économistes d'ailleurs. Ah, ça avec Cahuc et compagnie. Exactement, sur les baisses de charges, sur les salaires de l'industrie. Ouais, voilà. C'est là qu'il faut être porté par une vision du long terme et pas juste par des calculs qui vous démontrent que... Parce que le raisonnement des économistes n'était pas compliqué. Il était de dire, si vous baissez les charges sur les salaires médians et même supérieurs, eh bien, les salaires augmenteront parce qu'il y a une pénurie de ces compétences-là et donc les salaires augmenteront. Or, ce n'est pas la réalité dans votre entreprise. Si les charges baissent, vous n'allez pas perdre vos cadres, ils ne vont pas partir. Vous ferez un peu plus de marge, vous pourrez investir plus et ça créera un cercle vertueux. Mais ça, c'est une méconnaissance de ce qui se passe réellement. Mais le système fiscal et le système des charges sociales n'est pas fait pour l'industrie. Il favorise effectivement des bas salaires des services. Ce serait pas plus important que les impôts de production, ça Parce que c'est pas au même endroit, quand même, dans le compte d'exploitation. C'est un package qui est intéressant. C'est un global, je pense. Les impôts de production sont quand même d'une perversité totale par leur caractère fixe, notamment dans les périodes de basse eau, dans les cycles, vous avez des charges fixes et ça tue les entreprises. Donc il faut travailler quand même sur ce sujet. Mais les charges, c'est vraiment ce qu'empêche la montée en gamme. Aujourd'hui, vous pouvez difficilement vous payer votre premier ingénieur dans une PME, le deuxième, monter un bureau d'études. C'est quasiment impossible si vous n'avez pas une base installée, si vous n'avez pas déjà un historique. Donc ça empêche cette montée en gamme et c'est une incohérence, je pense, du système social français. Mais c'est vrai que les salaires dans le secteur de l'industrie sont élevés par rapport à plein d'autres secteurs et en particulier du service. On est complètement en dehors. Enfin, c'est ce que j'avais en tête et en même temps, Romain me ramène un peu sur terre. C'est-à-dire que ces choses-là évoluent aussi, quoi. Et en même temps, effectivement, il y a une pénurie. Donc, à un moment donné, les jeunes qui rentrent commencent à rentrer à des plus hauts à des niveaux de salaire que gagnent des gens qui ont 20 ans d'ancienneté. Sinon, ils ne viennent pas. Ouais. Donc, on a ça. Après, c'est aussi à nous... un problème de cohésion, ça, à l'intérieur de l'entreprise ? Ça peut être un peu compliqué. Non, c'est intéressant. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il y a un enjeu salaire, mais il y a un enjeu aussi, nous, chefs d'entreprise, à donner envie. On a quand même un vrai problème quand on discute avec beaucoup de chefs d'entreprise qui voient les salariés comme des problèmes. Et à un moment donné, où plus personne veut travailler, plus personne machin, enfin les jeunes ceci, les jeunes cela. On doit donner envie, on doit être porteur de sens, on doit reconnaître aussi la valeur du travail de chacun et chacun comme personne. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu en tant que manager à reconnaître ça, que ça se sache, que les gens se sentent bien dans leur travail, pour qu'ils soient ambassadeurs déjà de leur métier, peut-être de l'entreprise en dehors, mais en tout cas de l'industrie en général demain. Ouais. Donc on peut se plaindre de ne pas avoir de ressources, mais à un moment donné, il faut qu'on donne envie aux gens d'être ambassadeurs de ça. Alors il nous reste moins de 10 minutes, il faut quand même qu'on termine avec l'industrie du futur. Alors, comme tu disais, l'industrie d'aujourd'hui, l'industrie du futur. Michael, on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. On décrit impression 3D, éléments de production beaucoup plus petits, qui peuvent se rapprocher des villes, nouvelles matières, etc. Il y a quelque chose là qui peut donner une nouvelle dimension à l'industrie dans les années qui viennent. Il y a quelque chose qui est déjà en cours. Enfin, je pense que tous les industriels qui sont autour de la table en sont déjà dedans depuis quelques années, mais je pense que le Covid a été un très fort accélérateur de ça. Pour des raisons, quand tu évoquais tout à l'heure de résilience, on s'est rendu compte que c'était important d'être capable d'être résilient dans les chaînes de valeur, et donc le digital peut largement accompagner ça. Et les boîtes qui avaient déjà un socle digital s'en sont plutôt mieux sorties. En tout cas, c'est ce que me disent mes clients pendant le Covid, que celles qui n'avaient encore pas initialisé leur transformation digitale. Par ailleurs, on voit aussi à l'heure actuelle que c'est très conjoncturel, mais en sortie de crise, on a un gros problème d'approvisionnement, en fait, les matières premières, les prix qui augmentent, etc. Sûr. Et avoir des supply chains agiles, être agile, pouvoir interpréter les signaux de demande aussi qui sont très volatiles. Si on prend juste en ce moment, là, la plupart de mes clients me disent j'ai du mal à lire ma demande, le mix est compliqué, ça change du jour au lendemain. En fait, si on ne s'est pas transformé, parce que le digital, c'est un moyen pour faire des nouvelles technologies, mais c'est surtout un moyen de mieux collaborer ensemble dans l'entreprise. Et donc de mieux faire collaborer le commercial avec la supply chain, la production, d'avoir des flux très raccourcis, de pouvoir mieux réagir à son marché tout simplement. Donc ça, ne serait-ce que pour des nécessités de marché, cette nouvelle révolution industrielle, elle est tirée par la conjoncture, on va dire. Après, si on se projette un peu plus loin, c'est sûr qu'il y a tout ce qui arrive avec la circularité.
et les nouveaux modèles d'affaires. C'est-à-dire de se dire que, et c'est le cas j'imagine pour vous qui êtes des fabricants de machines ou d'équipements, on vend maintenant la plupart du temps un produit avec des solutions. Et l'industrie du futur, c'est aussi ça. C'est pas seulement je vais être plus compétitif sur le terrain parce que j'ai des robots, l'impression 3D, le digital. Mais c'est aussi, j'ai un modèle d'affaires qui est différent, où je vends potentiellement des abonnements, je vends de la maintenance, je vends du prédictif, je vends tout un tas de choses que je ne vendais pas avant à mes clients, parce que je comprends même mes clients, donc ça vient du monde digital, c'est de bien comprendre son client, et du coup je peux lui vendre complètement autre chose que ce à quoi j'étais destiné au départ. Tu ne vends pas un matelas, tu vends une qualité de sommeil. Par exemple. Ou tu ne vends pas des pneus, tu vends des kilomètres parcourus, enfin, c'est super intéressant. Le patron de Michelin Amérique du Sud me disait, j'aurais jamais réussi, il était patron des poids lourds Amérique du Sud, et en fait là-bas forcément les transporteurs n'ont pas forcément les moyens d'acheter des pneus neufs, en tout cas Michelin, qui sont 20% plus chers que les autres. Donc ils ont attaqué ce marché en vendant des pneus au kilomètre. Ce qui fait que le gars, il n'a pas le côté investissement, je dois m'endetter, il va payer directement. Ça veut dire ça, Michael, que, pour résumer, on va dire le processus de production, l'ensemble des machines et les hommes qui sont autour de ces machines, puisque j'ai bien compris qu'il y a des hommes et des femmes autour de cette machine, sont directement connectés à la façon dont se comportent les clients, à la demande, aux évolutions du marché, et que ça se fait presque en temps réel. Alors c'est là où ça rebondit avec le débat d'avant, parce que pour pouvoir faire bien ça, il faut s'inspirer de ce que font les GAFA, justement les boîtes qui viennent du digital, c'est comment j'ai une structure de données qui est pensée pour que mes données me reviennent des clients. Donc ça passe par du physique, des capteurs, etc. Mais surtout que la donnée, je puisse l'exploiter en temps réel. Pourquoi est-ce que Tesla est autant en avance sur les autres? C'est pas contrairement à ce qu'on croit les batteries. Parce que sur chaque Tesla, il y a des capteurs qui remontent en temps réel de l'info sur tout ce que font les conducteurs de Tesla. Donc vous avez des updates de la voiture qui se font régulièrement, elle s'améliore dans son cycle de vie. Et en fait, il y a de l'innovation, énormément d'innovation qui se fait chez Tesla, parce qu'on analyse en permanence ce que font tous les conducteurs. C'est ça. Par rapport aux autres, moi je bossais chez PSA, tous les 6 mois, vous faisiez des enquêtes sur que pensaient les consommateurs, etc. Le temps que ça arrive en usine, j'étais responsable en usine de mettre en place des plans d'action pour plus que des fausses propages. Il y avait un an et demi entre ce que disaient les clients et ce qu'on mettait en place. Et c'était bien pour l'époque, donc je critique pas PSA. Mais simplement, maintenant, on est dans l'ère de l'instantané. Donc juste pour reprendre cet exemple, comment je fais quand je suis un fournisseur de solutions physiques pour avoir le plus possible d'informations sur comment c'est utilisé chez mes clients, pour lui vendre autre chose qui correspond à ce que lui veut faire, donc bien comprendre son marché à lui, pour que lui soit plus compétitif grâce à moi. C'est enthousiasmant, hein. Il y a du boulot, mais c'est une révolution que tu vis toi aussi, Oui, bien Bruno ? sûr, une accélération terrible, une accélération, une problématique de continuité numérique, notamment de plugger tous les systèmes, ce qui est une grande difficulté. La grande difficulté. Sans pour autant perdre nos savoir-faire historiques. Hein. C'est quand même, on fabrique des machines, il faut garder ces savoir-faire, mais maintenant on est obligé d'ajouter une couche de logiciel, une couche de numérique, de capteurs, et tout ça avec des impacts sur le marketing, sur l'approche commerciale, et avec une difficulté à tout connecter. Et franchement, la continuité numérique, c'est un vrai sujet dans nos entreprises, parce que là, on manque d'expertise. Et un point qui a été signalé, et je pense qu'il est très important, l'Europe, on parle toujours des GAFAM, mais l'Europe, les GAFAM de l'industrie sont européens. Les Dassault Systèmes, les Siemens, les SAP, etc. Donc on a quelques atouts dans ce domaine. D'ailleurs, Breton le dit bien, à l'échelle de l'Europe, on a des géants du numérique de l'industrie, du B2B, donc inconnus souvent du grand public, et qui sont des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. Donc il y a une carte à jouer pour les Européens autour de ces technologies, mais c'est loin d'être simple. Mais ça veut dire surtout masse d'investissement considérable. Oui, puis un juste devant nous et investissement. devant vous. Ce qui est difficile, c'est de faire le juste investissement. Pas trop tôt parce qu'on est précurseur et puis ça marche pas bien. Pas trop tard parce qu'on est dépassé. Et puis avec une très grande difficulté, connecter un ERP à une CAO, à une FAO, à une GMAO, à un CRM. Aujourd'hui, ça fait partie des défis qu'un patron de PME a un peu de mal à résoudre. Hein. Et après, que faire de la donnée? Et voilà. Que nous, Non, PME... c'est très significatif de tout ce qu'on vient de se dire, parce que ERP, CRM, ça, je pense qu'en fait, globalement, ça fonctionne. marcher. Voilà, Ça va. parce qu'on est dans le service total. Voilà. Et dès qu'on rentre effectivement sur le contrôle des machines, dans l'atelier, et c'est là que les difficultés. Romain, comment est-ce que tu... C'est exactement ça. On fait des investissements où on récupère de plus en plus de data. Nous, on est plus dans la visée de l'excellence industrielle, mais on sait que nos clients vont nous demander de savoir exactement où est la pièce après avoir passé la commande dans les 5 ans maximum, à mon avis. Donc, il nous faut de plus en plus de compétences. Comment ça, où est la pièce? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client va passer sa commande. Aujourd'hui, sur Amazon, désolé de les citer, mais sur tous les sites sur Chronopost aussi, on sait, quand on commande quelque chose, exactement où est le produit. Demain, on doit faire pareil dans nos métiers de sous-traitants. Donc, je ne sais pas encore comment on va le faire. Par contre, on a fait des investissements. Si c'est à la production, si c'est en production, si c'est emballé, si c'est en livraison.
le manufacturing as a service, ça va être ça, ce qu'on doit viser. Maintenant, j'avoue que nous, PME de maintenant de 40 personnes, on n'a pas encore les compétences ni les moyens d'aller complètement là-dedans. Il faudra que... Mais tu restes persuadé que... C'est quoi le chiffre d'affaires de... Maintenant, on est monté à 8 millions consolidés. Mais tu restes persuadé justement qu'il y a une place... Il faut aller là-dedans. Aujourd'hui, nous, on digitalise petit à petit l'atelier. Alors, on fait des tentatives parce qu'on n'a pas encore mis le gros ticket pour y aller. Mais on avance pour la remontée d'informations sur la maintenance du quotidien. Et ça y est, on a une remontée quotidienne de l'info avec un pilotage de la maintenance quotidienne. C'est une révolution pour une entreprise comme la mienne, alors que ça existe beaucoup mieux Mais ailleurs. Tu restes persuadé, Romain, qu'il y a une place pour des entreprises industrielles de petite taille. Parce que tout ce que viennent de décrire tout ça, c'est des Michael et technologies Bruno, qui vont être accessibles pour des entreprises alors, c'est plus gros pour les vôtres, mais c'est en train de devenir accessible. La question, c'est comment est-ce qu'on va le piloter ? Ouais. Parce que nos techniciens, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont le savoir-faire technique, la maîtrise de la matière. Ils doivent apprendre à servir d'une tablette, d'un ordinateur, et puis ils ont une machine à 1 million d'euros, 2 millions, 5 millions d'euros devant les yeux, et ils disent comment ça va se passer. Il faut les accompagner à ça, et que ça soit eux, après, qui s'épanouissent là-dedans, qui viennent en parler dans les écoles. Sylvie, le mot de la fin, c'est pour vous. Le mot de la fin. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir 50 ans d'historique sur la partie ERP. On fait partie des premières PME françaises à avoir eu accès à la GPAO au tout début des années 70, avant même que je naisse. mais en l'occurrence, donc toute la partie gestion de données internes, c'est données qu'on a depuis très très longtemps. Là où moi je vois la transformation, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et surtout en grand export. Et nous, la donnée, c'est surtout la donnée qui pourrait revenir des clients. Et jusqu'à présent, une des grosses difficultés qu'on avait, c'est que récupérer des données de nos machines de production, ça veut dire qu'on récupère des données de production de nos clients. Et ça, autant vous dire que les clients, ils n'étaient pas prêts du tout à ce qu'on sache combien de poches ils avaient pu sortir ou de sachets ils avaient pu produire. Et on commence à voir une évolution de la mentalité sur ce sujet-là, se dire mais finalement, peut-être qu'en faisant remonter des données et en maintenant le fait que cette donnée, j'en reste maître et qu'elle soit bien sécurisée, on pourrait arriver à envisager que ça m'apporte un service autre. Donc, j'accepterais de mettre une certaine quantité de données à disposition, ce qui n'existait vraiment pratiquement pas du tout avant. D'accord ? C'est-à-dire que la prise en main à distance des machines, c'est des choses, on les a toujours fait, surtout quand ils sont en panne, ils sont super contents qu'on puisse, à l'autre bout de la planète, instantanément prendre la main sur la machine pour le faire, mais ils nous mettaient le tuyau en place juste instantanément, mais pas en remontée d'informations. Tesla, ça fonctionne parce qu'en permanence, il récupère toute l'information. Et pour ça, il faut que l'utilisateur soit OK. Et là, les industriels, il y avait encore un petit pas, on n'est pas encore dans les B2C, là, c'est du B2B et le pas est en train de se transformer. Voilà. Merci Sylvie, merci messieurs d'avoir débattu avec nous pendant 1 heure de l'industrie et de l'avenir de l'industrie. On se retrouve demain sur Bismart.